on va commencer par se présenter. On est donc deux aujourd'hui côté CDC Biodiversité et département mesure d'empreinte pour animer ce webinaire sur la mesure d'empreinte biodiversité avec le Global Biodiversity Score, qu'on va appeler GBS pour la suite de ce webinaire. Donc moi, je suis Anna Montagnier, je suis chargée d'études au sein du département mesure d'empreinte et plus particulièrement sur la mesure d'empreinte biodiversité des collectivités. Et aujourd'hui, je suis avec Joao. Bonjour à tous, merci d'être là. Joao Pereira da Fonseca, je suis responsable de l'équipe empreinte biodiversité des collectivités. Euh, on va quand même vous présenter rapidement CDC Biodiversité. On ne sait pas si vous nous connaissez, mais on est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. On a été créé en 2008 et on vise vraiment à faire en sorte que la biodiversité soit prise en considération dans tous les processus et à toutes les échelles, tous les moments de la chaîne de valeur. Donc, on a à la fois des équipes qui font plutôt un travail de recherche avec des publications que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui animent un comité d'orientation. On a des collègues qui ont vraiment un profil beaucoup plus écologue et qui travaillent à de la restauration écologique, qui font notamment des travaux de restauration en milieu rural et urbain. Et puis, on travaille aussi sur la question des financements. On a un programme Nature 2050 qui vise à recueillir des financements volontaires pour financer des projets de solutions fondées sur la nature. Et enfin, les deux dernières équipes, donc l'équipe un peu plus conseil, euh, dont le nom est assez porteur, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, et puis de la mesure d'empreinte biodiversité. Donc, on est plutôt sur cette partie-là avec Joao, une équipe qui a notamment développé l'outil, le Global Biodiversity Score dont je parlais, le GBS, qui sert à mesurer l'empreinte biodiversité des entreprises. On a actuellement aussi une version open source, donc on va forcément revenir un petit peu plus sur cet outil dans la suite de la présentation. Et puis, on anime aussi un club aujourd'hui d'une soixantaine d'entreprises. Alors aujourd'hui, c'est plutôt pour les entreprises, les institutions financières et les cabinets de conseil, mais pourquoi pas demain pour les acteurs publics. Pareil, on reviendra un petit peu dessus à la fin de la présentation. Voilà dans les grandes lignes qui nous sommes. On vous a mis ici le programme un petit peu, enfin, le programme, la façon dont nous avons découpé ce webinaire. Donc, on va débuter quand même par un état des lieux d'aujourd'hui, la biodiversité, et puis le rôle, la responsabilité des collectivités dans ce qui se passe, quelles sont les pressions qui peuvent être exercées par le fonctionnement d'une collectivité. Et on vous présentera ensuite notre vision. Alors, on a mis 2030, ça pourrait être 2030, 2035, on ne sait pas exactement, mais des futurs cadres réglementaires pour les collectivités territoriales sur la biodiversité. Donc ça, c'est basé aussi sur notre expérience avec les acteurs privés. Voilà, on présentera un petit peu ça avant de rentrer dans le détail de notre approche, notre méthodologie pour justement un diagnostic biodiversité global et puis les apports d'une mesure d'empreinte biodiversité avec le GBS pour une collectivité. Qu'est-ce qu'une collectivité peut en tirer? Comment est-ce qu'elle peut s'en saisir et à quoi ça va lui servir dans sa stratégie biodiversité globale et même sa stratégie environnementale globale pour justement avoir aussi d'autres indicateurs qui permettent de guider ces choix et ces arbitrages, en plus du carbone, qui est en général assez bien intégré aujourd'hui au sein de vos structures. Et on terminera en parlant de nos futurs développements, des travaux qui sont en cours. Voilà dans les grandes lignes. Je démarre tout de suite sur l'état de la biodiversité. Alors, c'est le moment pas forcément hyper gai de la présentation, et c'est important quand même d'en parler. Aujourd'hui, la biodiversité, voilà, il y a un état d'urgence quand même à agir. On a une très forte perte de biodiversité des espèces. On parle de la sixième extinction. Une espèce sur huit de plantes et d'animaux est menacée d'extinction. Et ce qu'on voit, c'est que cette perte, non seulement on l'a à l'échelle des espèces, mais on a aussi une perte de biodiversité à l'échelle des écosystèmes. Les écosystèmes, ils se détériorent progressivement. Les espaces naturels se réduisent à un rythme qui est vraiment accéléré. Et en fait, si ces tendances se poursuivent, il pourrait ne plus exister d'espaces sauvages d'importance mondiale dans moins d'un siècle. Donc, il y a vraiment une urgence à agir. Et voilà, on vous a remis aussi ici vraiment les pressions qui sont exercées sur la biodiversité. On s'appuie sur le travail de l'IPBES, qui est un peu le pendant du GIEC. Et ici, vous avez les cinq grandes pressions qui sont exercées sur la biodiversité par l'activité humaine, par les activités économiques des différentes entités, donc à la fois entreprises, institutions financières, mais aussi les acteurs publics. Donc, on a les écosystèmes à la fois terrestres, aquatiques et marins sur Terre. Et sur ces écosystèmes, on a cinq grandes pressions on a premièrement le changement d'usage des terres et des mers, par exemple quand on artificialise des sols, etc. On a l'exploitation directe des ressources, c'était l'exemple de la pêche. On a le changement climatique
mais également les pollutions, donc les pollutions de manière générale, là on l'a mis au singulier, mais dans les pollutions, on va avoir les pesticides, l'écotoxicité, etc. Et puis enfin, une cinquième pression que sont les espèces exotiques envahissantes, des espèces qui normalement ne sont pas de base dans cet écosystème et qui vont venir perturber cet équilibre. Alors, on vous le remet parce qu'on s'appuie vraiment sur ce travail. Enfin, le GBS s'appuie sur une vision par pression, donc c'est important que vous les ayez en tête. Vous êtes peut-être d'ores et déjà familier avec ce travail de l'IPBES, mais on vous les représentait en début de, souhaitais vous les représenter en début de webinaire. Et alors, si on s'intéresse concrètement aux collectivités, les collectivités, qu'est-ce que c'est? Les collectivités, c'est à la fois une administration, c'est la gestion de patrimoine, c'est un peu le fonctionnement de manière globale. Collectivité, c'est aussi des services publics qui sont portés. Alors ici, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est pour mettre des exemples, mais ça va être la potabilisation de l'eau, l'assainissement de l'eau, etc. La collecte et le traitement des déchets. Et puis évidemment, les collectivités sont aussi des politiques publiques qui sont menées sur le territoire, avec des politiques de mobilité, des plans alimentaires et aussi les subventions. Ces différentes activités, en tout cas ce qui permet le fonctionnement de la collectivité, elles exercent des pressions sur la biodiversité, elles exercent des pressions à la fois qui sont dites constantes. Par exemple, une surface artificialisée. On a un immeuble qui a été construit il y a 10 ans, on a artificialisé le sol pour le construire. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles pertes de biodiversité, mais en fait, on continue à avoir une pression constante sur la biodiversité puisque ce sol reste artificialisé. Et en plus de ça, on a des nouvelles pertes de biodiversité chaque année. Et là, si on reste sur cet exemple de l'artificialisation des sols, c'est par exemple si on cherche à construire une extension à ce bâtiment, on va artificialiser de nouveaux sols. Voilà, là, on a pris l'exemple des sols, mais évidemment, on peut faire ce travail sur d'autres types de pressions. Et ces pressions, elles s'exercent à la fois sur le territoire de la collectivité, mais elles s'exercent aussi en dehors du territoire de la collectivité. On a des impacts qui sont délocalisés, qui sont le plus souvent beaucoup moins visibles, mais qui sont impactants sur la biodiversité. Et ça, c'est aussi important d'en prendre conscience, puisqu'aujourd'hui, les stratégies biodiversité des collectivités, elles s'intéressent beaucoup à ce qui se passe sur le territoire. C'est normal, c'est aussi ce qui est visible, ce qui permet la résilience, etc. Mais les collectivités, elles ont aussi oui, le fonctionnement des collectivités, leurs services publics, leurs politiques publiques ont vraiment des impacts aussi en dehors de leur territoire. Et c'est ce qu'on va aussi chercher à travailler, nous, avec notre approche. Voilà dans les grandes lignes. Alors forcément, ce constat, il va soulever deux grandes questions. La première, comment est-ce qu'on agit pour protéger et restaurer la biodiversité? Et puis, comment est-ce qu'on structure et comment est-ce qu'on valorise cette action? Et nous, c'est par cette deuxième question qu'on va commencer, puisque c'est de ce questionnement et de cette structuration que va découler aujourd'hui l'approche que nous avons avec le GBS pour les collectivités. Donc, on va commencer par s'intéresser à cette vision assez globale de la structuration de cette action. Et pour cela, je vais laisser la parole à Joao. Merci Anna pour cette introduction. Donc, on aimerait bien commencer par vous présenter voilà, cette vision qu'on appelle Vision 2030 sur voilà, ce qu'on anticipe pour la biodiversité au sein des collectivités territoriales sur les prochaines années. Évidemment, là, on est sur une approche assez globale. On ne va pas rentrer dans le détail de réglementations très spécifiques comme le ZAN, etc. On est vraiment sur une approche très globale de la biodiversité. Et et donc, en fait, notre analyse, donc, ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, elle se base sur sur les tendances qu'on voit à l'échelle nationale et internationale. Donc, nous, on travaille sur les sujets de biodiversité depuis presque 20 ans, sur les sujets de mesure d'empreinte biodiversité depuis bientôt 10 ans. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a une accélération très forte ces dernières années sur la prise en compte de la biodiversité à travers les activités économiques. On a une accélération des exigences réglementaires sur les entreprises et institutions financières. Et ce qu'on constate, c'est que on a de manière de plus en plus forte les acteurs privés qui commencent à se positionner sur des démarches biodiversité qui sont inspirées des démarches carbone qu'on a connues sur les 20 dernières années. Donc évidemment, des démarches très structurées avec des étapes de diagnostic cadrées qui suivent des méthodes standardisées, des grands cadres internationaux,
avec des définitions d'objectifs et donc de trajectoires d'alignement sur des scénarios de long terme. Sur le carbone, on connaît tous les trajectoires net zéro, les scénarios 1,5 degré, 2 degrés. On voit aussi que de manière accélérée, et notamment avec la CSRD à l'échelle européenne, on a une accélération aussi des exigences de reporting, de transparence, qui sont de plus en plus ambitieuses et standardisées à l'échelle nationale et internationale. Et ce qui se passe dans le secteur privé, c'est notre point de départ parce que comme qu'on a témoigné avec les sujets carbone, en fait, on peut s'attendre à ce que les exigences qui sont croissantes aujourd'hui sur les entreprises et institutions financières ruissellent dans le secteur public au cours des prochaines années. C'est ce qu'on a constaté. Les bilans carbone sont devenus obligatoires pour les entreprises d'une certaine taille à la fin des années 2000. Quelques années plus tard, les collectivités de grande taille ont commencé, enfin, l'obligation est apparue pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Donc, qu'on sait, c'est qu'en général, il y a une tendance qui émerge du secteur privé sur ce genre de sujet et qui suit dans le secteur public. Et c'est pour ça qu'on a ce point de départ aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir traiter ce sujet, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui pour structurer l'ensemble des démarches biodiversité, de diagnostic, de reporting, de définition d'objectifs, la question qui revient tout le temps, et c'est ça notre point de départ aujourd'hui, c'est quel indicateur ou quels indicateurs utiliser pour structurer et piloter une politique biodiversité complète. Et donc, pour ça, la première question, ou le premier constat qu'on doit avoir, et c'est la grosse difficulté évidemment sur le volet biodiversité, c'est que, comme vous le savez, la biodiversité se définit et se décrit à plusieurs échelles. Donc, on a déjà abordé, on a l'échelle des écosystèmes, une grande échelle, mais on a aussi la biodiversité, la diversité génétique, la diversité spécifique des espèces. On a aussi une université en termes d'importance avec des espaces clés de biodiversité qui sont très riches, avec des espaces qui fournissent des services écosystémiques très importants. Donc, la biodiversité, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très divers, c'est quelque chose de complexe. Et donc, il faut prendre en compte ces différentes échelles dans toute approche biodiversité. On a aussi une grosse différence par rapport aux approches, par exemple, climatiques, c'est qu'il y a une question de localité. Quand on pense à des émissions de carbone, une émission, c'est la même, une tonne de CO2, si elle est mise en Chine ou en France. Par contre, sur la biodiversité, il y a une dimension qui est intrinsèquement locale, mais on a aussi des impacts qui sont délocalisés, il y a des impacts qui sont diffus. Et donc, on est obligé d'avoir cette double approche à la fois locale et globale pour traiter la biodiversité de manière complète et cohérente. Et donc, avec, on va dire, cette matrice de diversité d'échelle et aussi de localisation, on peut voir apparaître quelques questions. Donc, la première question qui est la plus évidente et celle qui est aujourd'hui d'ailleurs la plus posée, notamment quand on parle de biodiversité au sein des collectivités, c'est quel est l'état de la biodiversité locale, quelle est la biodiversité sur les différents sites, sur les parcelles. Euh, et donc, une question vraiment sur l'état de la biodiversité à l'échelle locale. On peut aussi se poser la question de manière beaucoup plus globale, c'est quels sont les impacts de l'ensemble des activités de la collectivité sur la biodiversité à l'échelle globale. Donc, c'est-à-dire de comprendre non seulement quels sont les impacts euh, sur le territoire en lui-même, mais quels sont les impacts de nos achats, de nos activités, quels sont les impacts diffus de tout ça, de notre chaîne de valeur, des entreprises qui sont sur le territoire. Enfin, ça peut être très large et tout ça doit être pris en compte. On va aussi pouvoir se poser la question de la biodiversité, de la richesse très spécifique, et donc notamment se poser des questions sur est-ce qu'il y a des écosystèmes ou des espèces spécifiques, des espèces à risque à proximité des sites de la collectivité, sur le territoire ou dans sa chaîne de valeur, et du coup se poser la question de comment est-ce qu'on gère ce risque, quels sont les risques qui sont associés et comment est-ce qu'on gère ça dans une politique biodiversité. Et enfin, il y a la notion de dépendance et de comment est-ce que
enfin, comprendre comment est-ce que les différentes activités, à la fois le fonctionnement de la collectivité, mais aussi enfin, de ses habitants, etc., quelles sont les dépendances qu'on a vis-à-vis de la biodiversité, par exemple en approvisionnement, les dépendances vis-à-vis des chaînes alimentaires, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on intègre aussi ça dans une politique biodiversité? Et, euh, et donc, pour traiter ça, on va avoir besoin forcément de différents types d'indicateurs. Parce que c'est le problème avec la biodiversité, enfin le problème entre guillemets. Pour le carbone, on a pu avoir un indicateur qui était la tonne de CO2 qui englobe un peu tout. Sur la biodiversité, on ne pourra jamais décrire l'ensemble de ces dimensions avec un seul indicateur. On va avoir, pour la première question, les indicateurs locaux, qui sont adaptés aux caractéristiques de l'activité, aux les caractéristiques des sites. Par exemple, aujourd'hui, on sait enfin, on utilise enfin, dans les villes, on a des indicateurs comme le coefficient biotope de surface, où on va utiliser des indicateurs naturalistes ou des indicateurs euh, voilà, enfin, des atlas de biodiversité, des inventaires 4 saisons, enfin, des indicateurs très locaux euh, qui sont très spécifiques au site qu'on est en train d'étudier, mais qui sont difficiles à déployer à la grande échelle. On va avoir, deuxièmement, une, enfin, une approche globale, donc pour la deuxième question, un indicateur ou une évaluation globale d'impact d'une collectivité, et c'est notamment un exemple petit, c'est le Global Biodiversity Score dont on va vous parler aujourd'hui. On a le troisième, on va avoir plutôt des indicateurs de risque. On appelle ça de type locate parce que sur les textes internationaux, c'est comme ça, c'est des risques de localisation. Et on voit ce terme apparaître dans de nombreux cadres internationaux. Et on va avoir l'évaluation de dépendance et de risques physiques liés à ces dépendances. Et donc, je comprends évidemment que quand on voit ça, ça peut faire un peu peur parce que ça fait beaucoup d'indicateurs et on a besoin quand même de structurer un peu tout ça. Et c'est pour ça que chez CDC Biodiversité, ça fait des années qu'on travaille sur le sujet et on propose de hiérarchiser ces indicateurs dans une démarche structurée. On propose déjà d'avoir un indicateur socle qui se positionne au niveau de l'évaluation de l'impact global de toute entité, de la collectivité comme d'une entreprise, d'une institution financière. Pourquoi est-ce qu'on propose ça comme indicateur socle? Parce que à l'échelle, on a besoin de quelque chose de global qui soit universel. On a besoin de quelque chose qui permette de décrire, de faire un diagnostic global et de décrire avec une seule métrique de manière simple tout type d'écosystème, à la fois les impacts locaux, les impacts globaux, quelque chose qui permette d'avoir une vision globale et donc de structurer une action, de prioriser. Ce qui est intéressant aussi dans cette approche, enfin, qui est nécessaire pour cet indicateur socle, c'est d'avoir quelque chose qui est modélisable. Et donc, notamment, un indicateur qui puisse être calculé à partir de données d'activité et qui ne nécessite pas de faire des relevés enfin, sur toute une année, voire plusieurs années sur des sites. Parce que, à l'échelle globale, quand on pense enfin, à une activité, enfin, même une collectivité qui peut avoir des milliers de sites, c'est pas envisageable d'avoir des indicateurs ultra spécifiques euh, pour l'ensemble des sites, l'ensemble des activités. Ces indicateurs, ils vont devoir être enfin, déployés de manière ciblée, mais on a besoin déjà de quelque chose qui permette d'avoir une première vision globale. Et on a aussi besoin de quelque chose de traçable, donc un indicateur qui permette non seulement d'avoir cette vision globale, mais de l'analyser, de comprendre quelle pression génère des impacts. Et donc, par exemple, de comprendre dans l'impact, dans une empreinte globale d'une activité, d'une collectivité, quelle est la part que joue l'occupation des sols, quelle est la part que joue le changement climatique, quelle est la part que jouent les pollutions, et comment tout ça s'articule pour impacter, enfin, quelque part, la biodiversité. On a besoin de cette vision globale déjà pour comprendre ce qui se passe, avoir un diagnostic global et structurer une action. Ensuite, ce qu'on propose, c'est que les indicateurs locaux, ça va être des indicateurs plutôt complémentaires dans toute une structure biodiversité, une approche biodiversité, c'est que une fois qu'on a notre diagnostic global, on va pouvoir apporter des indicateurs complémentaires qui sont spécifiques aux enjeux qu'on aura identifiés.
Si sur un territoire, on a identifié que l'agriculture, les terres agricoles sont une approche, enfin, sont un enjeu très fort sur le territoire, évidemment, du coup, on va avoir un premier diagnostic de ce volet agricole avec un indicateur global, mais on va après pouvoir aller déployer des indicateurs spécifiques très spécifiques sur les pratiques agricoles du territoire en lui-même pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais c'est important que ce soit une approche progressive pour que justement on cible tout ça, que ce soit ciblé sur les enjeux qui sont les plus importants et qu'on ne se retrouve pas avec des milliers d'indicateurs à suivre, qu'on n'arrive pas à se faire parler entre eux. Et enfin, euh, le dernier élément, et ça c'est quelque chose encore une fois qu'on retrouve beaucoup dans les cadres qui s'appliquent aujourd'hui dans le secteur privé, c'est les indicateurs d'exposition au risque. Et donc à la fois comprendre comment est-ce que toutes ces relations entre ma collectivité et la biodiversité se matérialisent à la fois selon sur les risques de transition qui sont plutôt liés aux impacts et aux risques physiques qui sont liés aux risques qui sont liés aux dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Euh, et notre positionnement, et ça, voilà, c'est écrit en gros parce qu'on voulait vraiment insister dessus, c'est que le calcul et suivi de ce type d'indicateur, c'est la colonne vertébrale de toute stratégie biodiversité bien construite. C'est-à-dire que suivre une telle approche, sur une approche méthodique comme ça, qui part d'une approche globale et qui part pas juste de certains enjeux très spécifiques qui ont été pré-identifiés sur le territoire, c'est s'assurer d'avoir traité le sujet dans son entièreté et d'avoir quelque chose de solide, de structuré, de scientifique, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui n'a pas de trou dans la raquette, euh, etc. Et donc, oups, pardon, on passe. Et donc, notre proposition, encore une fois, c'est que d'avoir une étape prioritaire, c'est de faire mener ce diagnostic global avec cet indicateur socle. C'est aujourd'hui ce que font de plus en plus d'entreprises. Il y a aujourd'hui des dizaines, voire plus enfin, je dirais presque près d'une centaine d'entreprises françaises qui ont mené cette approche de cette manière-là. On commence par un diagnostic global. Ça, c'est l'étape prioritaire parce que c'est le point de départ de toute stratégie. Elle permet d'identifier et prioriser les enjeux et de comprendre, voilà, enfin, de comprendre quels sont les enjeux locaux, quels sont les enjeux globaux, quels sont les mécanismes d'impact de la biodiversité, quelles sont les sources, quelles sont les activités les plus impactantes, les prioriser entre elles, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une vision globale et derrière de prioriser. Une fois qu'on a fait cette étape prioritaire, on va pouvoir agencer des étapes complémentaires, donc par exemple le déploiement d'indicateurs complémentaires qui vont venir affiner la connaissance de la collectivité sur certains enjeux. On fait ici évidemment le lien avec tout ce qui est déjà fait aussi en termes de suivi local, d'indicateurs locaux. Ça vient aussi, ces indicateurs complémentaires et ces étapes viennent valoriser aussi des enjeux très locaux de biodiversité, les co-bénéfices apportés par certaines actions. On va avoir une vision beaucoup plus locale ici de la biodiversité. Et enfin, une étape complémentaire aussi qui vient appuyer la stratégie, alimenter des plans de transition. C'est plutôt une vision très résilience sur le long terme de mon territoire, de mon activité. Et, euh, voilà. Et ça vient aussi répondre aujourd'hui aux exigences. Donc, je mentionne la CSRD parce que c'est aujourd'hui le cadre qui s'applique aux entreprises, mais qui pourrait inspirer demain, qui va certainement inspirer demain, d'ici peut-être d'ici quelques années, des cadres s'appliquant au public. Et donc, voilà, on vous a présenté notre vision un peu globale, notre cadre, et aujourd'hui, ce qu'on aimerait vous présenter sur le GPS en lui-même, c'est notre réponse pour cette première étape d'indicateur unique global, d'indicateur socle pour toute démarche de biodiversité. Et donc, voilà, enfin, je pense que c'est moi qui dois continuer. Donc, voilà. Donc, nous, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus.
Et, et donc, nous, ce qu'on propose, et c'est basé sur, on n'est pas seul hein, à pousser ce genre de choses. Enfin, on s'est aligné avec des grands cadres internationaux. On travaille main dans la main avec des partenaires, des partenaires à l'échelle nationale, internationale pour développer ce type d'outils. C'est ce qu'on propose, c'est que cet indicateur socle, il soit basé sur l'intégrité des écosystèmes et que ce soit ça en fait euh, notre première étape. Euh, Pourquoi l'intégrité des écosystèmes? Et peut-être que je peux commencer par définir ce que c'est. Donc, l'intégrité des écosystèmes, c'est vraiment une vision, enfin, c'est une manière de décrire en fait euh, à quel point l'écosystème il est fonctionnel, à quel point en fait il est résilient. On peut l'interpréter de façon différente. Mais globalement, ça veut dire qu'on va regarder chaque typologie d'écosystème. Par exemple, si on regarde un écosystème forestier et le placer sur une espèce de gradient, un écosystème avec une intégrité, à 100% d'intégrité, qui est un écosystème parfaitement naturel, qui n'a pas été touché par l'homme. On va dire par exemple une forêt vierge dans le cas des écosystèmes forestiers. Et puis, plus cet écosystème il va être anthropisé, exploité, etc., plus on impacte cette intégrité, plus il va être moins résilient et donc plus on s'approche d'une intégrité faible. Donc, par exemple, sur un écosystème forestier, on va avoir la forêt vierge parfaitement naturelle. Et puis, si on a une coupe sélective, ça va être une intégrité un peu plus faible. Et puis, si c'est une plantation sylvicole, c'est encore plus faible. Et puis, jusqu'à avoir une zone complètement artificialisée où on a quasiment une intégrité nulle. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'intégrité des écosystèmes, c'est que c'est une approche qui est universelle. En fait, ce gradient, en fait, cette intégrité, ce pourcentage d'intégrité, il est applicable à tout type d'écosystème. Donc, on n'a pas besoin d'indicateurs spécifiques. Enfin, c'est quelque chose qui peut s'appliquer avec la même métrique à la fois à une forêt, à des prairies, tout type d'écosystème. C'est quelque chose qui est modélisable. On n'a pas besoin forcément, on peut avoir une idée, par exemple, avec certains indicateurs de pratique de gestion, on peut avoir une idée, une fourchette d'intégrité. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut déployer à grande échelle parce que on n'a pas besoin forcément pour avoir une idée de l'intégrité d'une forêt, on n'a pas besoin d'aller faire quatre inventaires. On peut déjà avoir une bonne idée juste en sachant comment elle est gérée en ayant des indicateurs très spécifiques, très bien choisis pour décrire l'écosystème. Et c'est un très bon proxy pour toutes les autres dimensions de la biodiversité. Parce que, évidemment, une bonne intégrité d'écosystème, c'est nécessaire pour sa résilience. Un écosystème avec une forte intégrité, c'est un écosystème qui, évidemment, est plus résilient, qui a une grande diversité, qui peut avoir une bonne diversité d'espèces, une bonne diversité génétique. Ça favorise aussi la survie des individus. Et donc, c'est un très bon indicateur socle pour cette approche. Et donc, c'est cet indicateur qu'on utilise pour notre outil, le GBS. Et donc, euh, comment on décrit un impact? Évidemment, enfin, vous vous doutez bien que quand on regarde juste un pourcentage, c'est pas suffisant pour décrire un impact. Parce que si j'artificialise une forêt, ben, imaginons que je passe de 100% d'intégrité à 0%. Ah, en fait, on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas, parce qu'on ne sait pas si c'est sur une grande échelle, une petite échelle. On est obligé toujours d'avoir à la fois l'intensité, ou la perte d'intégrité qui est associée à la surface associée. Et donc, on va toujours, la manière dont on décrit notre impact, c'est la perte d'intégrité croisée avec la surface. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si on artificialise, on dégrade 1 hectare de forêt ou 100 hectares de forêt, ça va pas être le même impact. Évidemment, il faut prendre en compte cette dimension surfacique. Et tous nos impacts, ils sont calculés de cette façon-là. Ça va être un équivalent surfacique. On va tout ramener à un équivalent de surface. Et c'est un peu comme la tonne de CO2 équivalent, c'est-à-dire que de la même façon que tous les gaz à effet de serre dans un bilan carbone vont être ramenés à,
un équivalent CO2. Nous, on va ramener ça à un équivalent surfacique. Donc, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la perte de 100 hectares, l'équivalent de la perte de 1 km² ou de 10 km² de surface. Euh, donc, en termes d'historique, donc, ce GBS, aujourd'hui, on vous parle du GBS applicable aux collectivités, mais c'est un projet qu'on porte depuis bientôt 10 ans, euh, qui a été premièrement ciblé sur les entreprises, puis sur les institutions financières. Aujourd'hui, c'est un peu la dernière brique. Et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est aussi on va dire, c'est un socle commun entre tous ces acteurs qui est très important parce que c'est ça qui va permettre à l'outil d'être utilisé de manière standardisée. Et donc aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin, enfin troisième étape de cette aventure, donc avec le lancement d'une offre pour les collectivités, qui est encore, enfin, c'est encore le début de l'aventure collectivité quelque part. Donc, parce que évidemment, quand on parle de l'impact d'une collectivité, on va avoir différents périmètres, ça peut être très varié. Aujourd'hui, ce qu'on a traité dans le cadre de nos projets pilotes, c'est plutôt le périmètre de gauche, qui est le périmètre patrimoine et compétences. Et à terme, on aimerait bien, enfin, l'outil sera utilisable et on va développer aussi des approches standardisées pour utiliser le même outil, la même méthode pour évaluer des politiques publiques et aussi pour évaluer, euh, pour avoir une approche territoriale. Et voilà. Et donc aujourd'hui, l'année dernière, euh, on a mené une expérimentation auprès de 4 collectivités pilotes sur ce périmètre de gauche. Euh, on a pu développer une approche standardisée qui aujourd'hui est prête à déployer. Et c'est ceci qu'on va vous présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Et puis rapidement, avant de vous parler à quoi ça ressemble une empreinte biodiversité, juste pour vous montrer comment l'outil fonctionne, le principe de l'outil, c'est vraiment comme une empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on va prendre, enfin, aujourd'hui, on a pris l'ensemble des compétences opérationnelles des collectivités. Donc, à la fois, évidemment, les compétences administratives, tout ce qui est équipement, les services publics qui sont délivrés par, euh, par une collectivité, par exemple l'eau, assainissement, la collecte et traitement des déchets, les réseaux de chaleur, de froid, les transports, l'espace public, etc. On va collecter un ensemble de données qui sont des données issues du bilan carbone, des données d'occupation des sols, des données concernant le patrimoine bâti, des données d'activité spécifiques aux services publics, etc. Et on va pour chacune de ces informations, on va calculer les pressions qui y sont associées et les exprimer sous forme d'une surface équivalente biodiversité. Euh, mais je pense qu'on peut passer parce que tout ça est très théorique et aujourd'hui, évidemment, enfin, évidemment, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails parce que ça demanderait, enfin, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, donc c'est difficile de condenser ça. On va vous proposer quelques illustrations, mais ce qui est aussi important, on va évidemment répondre aux questions qu'on voit apparaître dans le chat. Euh, on, Toute cette méthodologie et tout le détail sera publié très prochainement. Et donc, on vous invitera aussi soit à prendre contact avec nous, soit à découvrir derrière nos publications et nos méthodologies pour aller un peu plus en détail. Aujourd'hui, c'est volontaire qu'on reste quand même hein, sur les grands principes de l'outil. Et donc, je vais prendre la suite. Donc, voilà, on vous a présenté un peu le cadre de pensée dans lequel s'inscrit cette approche, pourquoi est-ce qu'on l'a pensé, comment on l'a pensé. Et donc, concrètement, quand on fait une mesure d'empreinte biodiversité avec le GBS, qu'est-ce qu'on obtient côté collectivité et comment est-ce qu'on va s'en saisir. Nous, on a noté 4 grands apports de ce type d'approche. Le premier, c'est vraiment de mener un état des lieux de ces impacts sur la biodiversité. On en a pas mal parlé, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a commencé à faire aussi pour le carbone. OK, actuellement, quels sont mes impacts? Où est-ce qu'ils sont situés dans ma chaîne de valeur?
ou est-ce que c'est le plus important? Savoir d'où est-ce qu'on part pour pouvoir construire où est-ce qu'on veut aller et puis comment est-ce qu'on peut globalement s'aligner aussi avec tout ce qui se passe à l'échelle nationale, européenne et puis internationale pour réussir aussi à repasser dans les limites planétaires. Donc, premièrement, un état des lieux et je vais vous montrer après ensuite avec des illustrations ce que ça peut donner. Cet état des lieux, il permet de fixer une ambition, s'engager sur des objectifs. Et puis, la mesure d'empreinte biodiversité, elle permet aussi d'informer sur des décisions stratégiques et opérationnelles. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser soit pour justement vraiment mesurer ses impacts à date et avoir une vision sur quelles sont les pressions constantes, les nouvelles pertes de biodiversité, etc. Mais on peut aussi utiliser la mesure d'empreinte biodiversité avec le GBS pour réaliser des scénarios. Pareil, je vais vous l'illustrer, mais l'idée ici, c'est plus d'avoir quelque chose de prospectif. Si je faisais ce choix, qu'est-ce qui se passerait? J'ai fait ce choix, enfin, je pense faire ce choix pour, par exemple, réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça a des impacts sur d'autres pressions sur la biodiversité? Est-ce que j'ai un effet rebond côté biodiversité? Donc, ça permet aussi de réaliser des scénarios avant de faire des choix, avant de faire un arbitrage. Et puis, enfin, la mesure d'empreinte biodiversité, elle permet de rendre des comptes et de valoriser les efforts. Notre objectif, je pense que vous le sentez aussi, c'est d'avoir un langage commun entre le secteur public, le secteur privé, et puis faire parler à la fois les entreprises, les institutions financières, les collectivités territoriales qui ont quand même l'habitude de travailler ensemble et qui ont besoin de se comprendre aussi sur le sujet biodiversité. Côté carbone, on a la tonne CO2 équivalent qui permet un peu ce langage commun. On a besoin aussi de débuter un langage commun sur la biodiversité, même si forcément ce sera plus complexe. On ne pourra pas avoir qu'un seul indicateur, mais on peut quand même aussi avoir un indicateur principal qui permet de débuter ce travail et cette discussion ensemble. Alors ici, vous avez une illustration justement le premier rapport dont je vous parlais, qui est vraiment de mener un état des lieux, de faire un diagnostic de ces impacts sur la biodiversité. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir prioriser les sources d'impact, les localiser dans sa chaîne de valeur. Si vous avez une illustration, c'est totalement fictif. Vous avez un exemple de graphique qui propose une répartition des impacts en pourcentage selon les compétences de collectivité. Donc, ça permet d'ores et déjà de se dire, par exemple, bah, mes activités administratives, c'est pas aujourd'hui, c'est pas là que j'ai le plus d'impact sur la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter, mais on est obligé de prioriser pour faire une stratégie. Et donc, par exemple, on voit ici que, ah, par contre, j'ai un réel enjeu côté de la gestion de mon réseau de chaleur urbain. On est à 30% des impacts qui sont liés à cette compétence sur l'ensemble de mon empreinte biodiversité de la collectivité. Donc, premier coup d'œil, très bien, j'ai certaines compétences qui ont plus d'impact que d'autres. Il faut peut-être que j'aille creuser d'abord en priorité dessus. Si on remonte un petit peu dans mon réseau de chaleur urbain, très bien. Qu'est-ce qui explique ces impacts sur la biodiversité? Ah bah, je me rends compte que c'est lié beaucoup aux infrastructures de production de chaleur, à mes linéaires de distribution et à ma production des combustibles. Voilà, ça permet d'ores et déjà un petit peu de dégrossir, d'avoir des ordres de grandeur. L'objectif, c'est vraiment de mettre les efforts au bon endroit. Et c'est ce que permet aussi cette approche quantitative avec le GPS, où on a vraiment des résultats qui permettent de prioriser. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on propose notamment dans l'approche standardisée dont vous parlait Joao, qui est basée sur les 4 pilotes que nous avons pu réaliser. Ce premier diagnostic, on commence à avoir des pistes, et puis on peut aller plus loin en menant des focus thématiques, et on va creuser justement les impacts qui sont dits matériels, c'est-à-dire les impacts les plus importants dans l'empreinte globale. Ici, vous avez un exemple d'un focus thématique sur la compétence de gestion d'un réseau de chaleur urbain. Donc, on a vu que ça représentait, par exemple, avant 30% des impacts dans l'empreinte globale. On peut se poser la question, très bien, donc est-ce que c'est plutôt sur les écosystèmes terrestres ou aquatiques? Là, on se rend compte que, enfin, là, on a choisi terrestre puisque justement, dans les résultats, c'était sur terrestre. Et puis ensuite, on peut avoir une approche par pression. Très bien, mais alors, quelles pressions sont exercées sur la biodiversité par ma compétence de réseau de chaleur urbain? Ah, c'est principalement l'utilisation des terres. Très bien. Déjà, on commence à dégrossir. Qu'est-ce qui exerce cette pression? Eh bien, on se rend compte que c'est principalement lié aux plaquettes forestières sèches et aux granulés utilisés dans le cadre de ce réseau de chaleur urbain. Donc, on est plutôt sur les combustibles. Et en fait, on peut à chaque fois, comme ça, aller creuser progressivement dans les résultats, un petit peu comme un travail d'enquête, pour ensuite chercher des actions de réduction à mettre en place. Donc l'objectif, on identifie les principales pressions et leurs ordres de grandeur, on identifie les sources d'impact, on les priorise, et puis on identifie le positionnement et son impact dans la chaîne de valeur de la collectivité. Et ensuite, on peut aller chercher des données supplémentaires auprès des équipes techniques. Par exemple, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a déjà des cahiers des charges qui ont été mis en place sur l'achat du bois? Oui, non. Si oui, comment? Est-ce que ça a d'ores et déjà permis de réduire les pressions sur la biodiversité? Et comment est-ce qu'on fait, en fait, si on souhaite, par exemple, garder ce choix
de biomasse pour les combustibles, qui peut être intéressant dans le cadre, par exemple, des stratégies carbone. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'ait pas d'effet rebond sur la biodiversité? Comment est-ce qu'on limite, et en tout cas qu'on met des garde-fous pour éviter d'avoir un impact trop fort sur la biodiversité? Voilà, donc ça, c'est un exemple de focus thématique. Donc là, on était sur vraiment le premier rapport, c'est le bilan, le diagnostic, et puis ensuite, on cherche à fixer forcément une ambition, à se projeter dans le futur et à mettre en place des trajectoires. Et c'est ce qu'on peut faire aussi avec la mesure d'empreinte biodiversité. Une fois qu'on a justement ce premier diagnostic, on peut se fixer des objectifs. Par exemple, ben moi, je voudrais avoir 0 perte nette entre 2020 et 2025. C'est ce que vous avez là sur la trajectoire. Alors, bon, c'est en anglais, mais c'est la même chose. En 2020, on a une empreinte à date, qui pour le coup là, était à 1000 MSA km². Premier objectif, certes, chaque année, en fait, le fonctionnement de ma collectivité va faire que j'ai des nouvelles pertes de biodiversité, forcément, via mes achats, etc. Mais moi, je me fixe comme objectif qu'en 2025, mon empreinte biodiversité, elle n'a pas bougé, elle est toujours à 1000 MSA km². Donc, je vais mettre en place des actions de réduction qui vont me permettre de réduire chaque année le delta que j'ai en nouvelle perte de biodiversité. Puis on peut encore aller plus loin. Et ben, je me fixe comme objectif en 2030 que j'ai restauré, que j'ai fait des gains et que du coup, j'ai même une empreinte de biodiversité qui est plus faible. Donc là, vous avez un exemple de trajectoire. Et ça, c'est ce qu'on peut construire ensuite, une fois qu'on a fait ce premier bilan. Donc, on a une dimension on cherche à dimensionner les efforts, puis on établit une stratégie sur le long terme avec la construction de trajectoires. Et ça, c'est déjà un travail qu'on initie avec le secteur privé aujourd'hui. Donc, on est confiant pour justement réussir à pouvoir le faire aussi avec les collectivités dans les prochaines années. Puis, comme je vous le disais, une mesure d'empreinte, on peut aussi l'utiliser pour faire des scénarios. Et donc, comme ça nous permettrait d'intégrer les enjeux de biodiversité dans les processus de décision de manière systémique, parce que c'est aussi très important pour faire les arbitrages. Et ici, vous avez un exemple. Donc là, pour le coup, c'était des scénarios qu'on avait réalisés. Enfin, pareil, c'est fictif, mais pour le choix d'un approvisionnement d'une chaudière. Et puis, vous avez les impacts associés. On avait différents scénarios. Est-ce qu'on était sur du gaz, de la biomasse, etc. Et donc, on peut voir en fait le résultat global varié, donc l'empreinte biodiversité variée selon les scénarios. Et puis, on peut avoir aussi ce découpage par pression, comprendre quelles sont les principales pressions exercées sur la biodiversité selon les scénarios. Et puis, ça permet de faire du coup un choix éclairé, puisque actuellement, c'est vrai que c'est souvent le carbone qu'on prend en compte pour faire des arbitrages à l'échelle d'une stratégie globale environnementale. C'est important, hein, mais c'est aussi important d'avoir cette vision de biodiversité. Et parfois, elle arrive après, et c'est un petit peu dommage. Donc, c'est aussi l'idée de pouvoir justement réaliser ces scénarios avec notre outil. Et enfin, une mesure d'empreinte biodiversité, ça permet, comme je disais, de rendre des comptes, valoriser les efforts, puisqu'on va pouvoir tracer les progrès dans le temps. On peut renouveler l'exercice, par exemple, tous les 2-3 ans et se dire très bien, il y a 2-3 ans, mon empreinte biodiversité était de temps. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Est-ce que les actions de réduction que je voulais mettre en place ont fonctionné? Est-ce que j'ai réussi à les mettre en place? Si je n'ai pas réussi, pourquoi? Donc, où est-ce qu'on en est à date et continuer à construire cette trajectoire. Et comme je le disais, ce qui est aussi important, c'est d'avoir un langage commun avec les parties prenantes. Alors ici, on vous a remis des cadres, par exemple, volontaires, tels que la TNFD, le SBTN, qui sont vraiment en train de, de développer et les entreprises y sont très sensibles. Donc, qui ont ce premier langage d'empreinte biodiversité, pareil, la CSRD, on voit que ça arrive. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi un langage commun, pouvoir parler ensemble, surtout que très souvent sur le territoire, forcément, on a ces ensembles d'acteurs et donc échanger. Euh, le langage commun du coup, pour coordonner des efforts, parce que si les entreprises d'un côté, les institutions financières et les collectivités font des mesures d'empreinte biodiversité, elles peuvent se parler ensuite. Donc les entreprises qui, par exemple, sont en délégation de services publics, peuvent valoriser leurs engagements auprès des collectivités. Ben, moi, j'ai mis ça en place et j'ai diminué mon empreinte de temps, de MSA km², par exemple, par an. Et dans l'autre sens, les collectivités, elles peuvent mettre des objectifs et puis nourrir aussi des cahiers des charges, à la fois dans leurs achats, mais aussi probablement dans leur délégation de services publics. Et si les deux parlent un même langage, c'est quand même plus facile. Et pareil, côté institutions financières, les collectivités peuvent valoriser leurs engagements, les institutions financières peuvent conditionner des prêts aux collectivités pour avoir cette vision-là dont elles ont besoin aujourd'hui, puisque les institutions financières qui travaillent avec des collectivités, pour elles aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette vision. Voilà globalement, et puis je vais repasser la main à Joao pour le mot de la fin sur nos futurs développements et puis nos travaux. Oui, et c'est parfait, parce que comme ça, il nous restera une dizaine de Ouais. minutes pour répondre aux quelques questions. Merci beaucoup, d'ailleurs, pour toutes ces questions et pour l'engagement sur cette présentation. Juste donc pour vous parler très rapidement des prochaines étapes que l'on va avoir.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on est en train de finaliser. Donc, on a reçu avant-hier la première maquette pour notre publication, donc qui va un peu plus, beaucoup plus dans le détail de tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, avec des illustrations, avec voilà tout ce raisonnement un peu plus détaillé, qui devrait sortir d'ici la fin du mois, au plus tard, au plus tard début juin. Pour nous, donc, on a aussi évidemment cet outil qui est prêt à déployer. Donc, toute collectivité aujourd'hui qui souhaite mesurer son empreinte peut le faire et se rapprocher de nous pour le faire. On travaille évidemment sur des formations, etc. On va sûrement lancer d'ici le deuxième semestre un groupe de travail secteur public. C'est une démarche qu'on porte beaucoup aujourd'hui, enfin avec tous les autres acteurs, entreprises, etc. Enfin, c'est vraiment ça bouge beaucoup sur le sujet de la biodiversité, de l'empreinte biodiversité. Il y a encore des questions qui se posent, il y a les cadres qui sont en train de se construire, etc. Donc, il y a besoin de dialogue, il y a besoin d'expérimentation, de retour d'expérience, de co-construction. Donc, aujourd'hui, nous, on anime un club avec des groupes de travail, d'entreprises, d'experts, des groupes de travail des institutions financières, des groupes de travail thématiques sur des secteurs spécifiques. On aimerait bien avoir la même dynamique avec le secteur public. Et donc, en fait, ces groupes de travail, ils sont organisés autour de, voilà, nous, on effectue évidemment de la veille sur la thématique de l'empreinte biodiversité, donc avec potentiellement des newsletters. On organise des sessions de travail avec des ateliers interactifs, des interventions d'experts, etc. On développe, on continue de développer des formations, des contenus pédagogiques qui seront disponibles pour les membres de ce groupe de travail. L'idée, c'est de continuer à expérimenter. Donc là, on vous a montré surtout, on a beaucoup travaillé pour l'instant sur une approche un peu plus opérationnelle, des activités de la collectivité, des services publics, mais il y a encore des sujets à traiter, développer des méthodologies pour évaluer une politique publique, des scénarios pour, pour évaluer l'empreinte à l'échelle d'un territoire et pas à l'échelle d'une entité. Et donc, ce serait aussi dans le cadre de ce groupe de travail qu'on aimerait porter tous ces travaux et continuer à explorer ces sujets et à produire de la connaissance et des méthodes pour faire avancer les connaissances sur le sujet. Et donc, voilà, on espère avoir des informations à vous communiquer aussi sur ce secteur public au cours des prochaines semaines et des prochains mois. En tout cas, merci beaucoup de vous être connecté aujourd'hui pour toutes ces questions, tout l'intérêt que vous avez porté à notre démarche. Et n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et on vous enverra donc à toutes les personnes inscrites dans ce webinaire. On vous enverra à l'adresse mail que vous avez utilisée le lien de la publication d'ici quelques semaines lorsqu'elle sera publiée pour que vous puissiez la découvrir. Et peut-être pas du coup sur le GT secteur public, on est en train de Ouais. voir comment est-ce qu'on lancerait ça. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a de l'intérêt de votre part, parce Oui. qu'on est en train de tout structurer. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de potentiellement votre intérêt, si ça pourrait vous aider, etc. Vous avez nos deux adresses mail à l'écran et puis vous les aurez aussi quand on va vous écrire un post-webinaire avec toutes les informations. Et Eh bien, oui, voilà. On vous remercie pour votre participation aujourd'hui. On reste disponible par mail et puis on vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. merci.